Hello tout le monde! Bonsoir, bonsoir. Ouais. Tout le monde va bien, j'espère, dans le chat. Faites un peu de bruit. On est en formule meet and greet avant de parler des gros sujets. Oh oui! On, Parlez, parlez. on parle de petites affaires, de nos vies. Lord Zach, Ah, Lord Zach, fidèle au poste. ça Merci faisait d'être là. quelques semaines que Lord Zach nous esquivait un peu. Je pense qu'il était très 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 occupé. Mais Tant mieux pour lui. écoute, je suis très content de l'avoir chicané pour qu'il revienne. Ah, Ah, durant Dave. Qu'est-ce que t'as fait de bon ah, cette semaine? oh boy, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Ben écoute, à ce point-là, je vais le laisser en Easter egg, mais on va le dire ouvertement, là. Je OK? travaille sur Ludologique, là, la petite série YouTube sur le game design et la théorie des jeux. Mhm. Puis, je prépare un épisode sur le, le placement d'ouvriers, le worker placement. Ah, Parce que dans le fond, là, le worker placement, là, écoute, c'est une mascarade de mensonges. OK. Les pires mascarades. Les pires mascarades. Euh, mais tu sais, une mascarade pour la démasquer, tu sais, ça prend du jus. Fait que j'ai pas monté un prototype exactement. Mais pour vraiment analyser, pour pas qu'on se perde comme dans plein de types de jeux différents, puis là dire, ben oui, je vois la différence entre ces deux jeux-là. Mais là, il y en a un qui a un board qui est gros, genre comme ça. L'autre, il a le board de même. Puis là, l'autre, il y a 8 meeples. L'autre, il y en a un. Fait que tu sais, j'ai fait, dans le fond, un demi-jeu. Juste la portion placement d'ouvrier. Puis j'ai fait comme 5 ou 6 versions différentes pour analyser le placement d'ouvrier. Fait que là, tu sais, j'ai genre un prototype vraiment laid d'un demi-jeu. Puis, Ben écoute, écoute, moi, j'ai hâte de le montrer au monde. moi là, des mascarades, ça me rappelle rien qu'un affaire en particulier que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est Scooby-Doo. Moi, tu sais, quand il y a un monstre à démasquer, là, je suis all-in, Dave. Je suis all-in. Là, Euh, je dirais pas que c'est un monstre, là, parce que j'adore le placement d'ouvriers comme mécanique. Mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment à propos de parlasser des petits bonhommes. ok. Ok. Écoute, Puis, ah oh, non, il y a tellement de choses à dire. Là. Je vais soulever la différence entre game design et design d'interface. je- Même si on parle de jeux de société, c'est quand même d'actualité. non, c'est effectivement Ah important. non, non, du gros stock, du gros stock. Yes. Puis sinon, je vois que Lord Zach Bora nous partage là, que effectivement le couvre-feu va bientôt changer. Ça aussi, c'est bien. Hein? Mhm. Normalement, si tout va Ouais, ouais. bien, on sera en zone orange à partir de lundi le 8. Chose qui est plutôt bien parce que ça nous permettrait de peut-être recommencer tranquillement à pouvoir avoir peut-être une première table de jeu disponible chez Détour Ludique. Ça Mhm. serait Ça serait vraiment cool. ça serait vraiment le fun. Là. Je sais qu'Étienne a vraiment hâte là, de pouvoir comme réinviter un peu là, les gens à venir jouer. Puis moi j'ai bien hâte aussi Oui. que je puisse venir jouer. Euh, fait on va serrer les dents, on va rester prudent par exemple, c'est important parce que si on fait n'importe quoi, on va retourner en punition. En punition, on ne pourra pas jouer avec nos petits bonhommes ou avec nos, nos whatever. Fait que, on va quand même faire attention, jouer prudemment. Puis, on va essayer de passer, encore une fois, à travers tout ça. Puis, Mhm. sinon, dans les autres choses là, de cette semaine là, qui me hype un peu, j'ai mis la main sur des choses fantastiques qui vont encore apparaître flippées parce que j'ai encore oublié de switcher ma caméra de bord. Donc, j'ai mis la main sur Strata, qui est comme un supplément pour le jeu Spire de City Must Fall, ainsi que le livre des masques et le livre sur la magie noire, Black Magic. Ouh là là. Toujours pour le jeu Spire de City Must Fall. Et je voulais jeter un petit coup d'œil parce que, bon, on a parlé de Heart la semaine dernière, finalement. Euh, puis, euh, je voulais voir un petit peu comment cette équipe-là,
C'est quand vient le temps de faire des suppléments pour les jeux, un peu à quoi s'attendre comme type de produit. Fait que je suis allé m'en chercher quelques-uns là, pour Spire. Et à date, j'aime vraiment le principe. Là. Moi, des petits fascicules comme ça, là, qui ont comme quoi, même pas. Des fois, même pas 30 pages, là, mais qui en bout de ligne vont te coûter quand même pas grand chose à aller chercher pour injecter du nouveau contenu. Je trouve ça quand même très sympathique. J'aime l'idée. Oui. C'est pas que Puis, Lord Zach nous parle. Oh. Lord Zach nous parle qu'il a l'air d'aimer la Black Magic. Peux-tu lui montrer de la Black Magic dans le livre? Oh, Je suis curieux de voir de la Black Magic. On a de la Black Magic comme ça. Oh, ce genre de Black Magic-là. Puis là, on voit. Pas du Blood Witch Black Magic. Ben, c'est drôle que tu dises pas du Blood Witch Magic. Parce que c'est un peu ça qui est écrit. Non, mais ça reste de la Black Magic. Fait que c'est de la Blood Witch Black Magic. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun, en fait, parce que Blood Witch, c'est normalement une des classes de base du jeu Heart. Fait qu'il y a comme une espèce de bleed un peu entre les deux jeux. Certains concepts là, qui sont partagés, mais qui sont quand même pas exploités de la même façon. Parce que quand on lit c'est quoi la Blood Witch dans le livre de Black Magic, c'est pas exactement. C'est pas la même classe que Heart. Parce qu'en bout de ligne, c'est deux jeux différents avec des personnages différents qui vivent des aventures différentes. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir un petit peu plus de temps pour lire tout ça. Mais définitivement, de la Black Magic. Définitivement. Ah oui, oui. Lord Zach qui nous demande si la Blood Magic c'est de la Black Magic. Je suis pas mal sûr que dans la plupart des trucs, oui. Souvent, Black Magic, White Magic, mettons, dans un contexte non gaming, là, à ce point-là, ça dépend de l'univers. Si on parle de la Wicca, si je me trompe pas, quand ça parle de sang, on est dans l'univers de la Black Magic. Ben, quoique, je sais pas. Moi, je vois ça. Moi, je vois ça comme, tu sais, au secondaire. En tout cas, je sais pas pour toi de ton bord, là, mais moi, au secondaire, tu sais, quand je suis arrivé en secondaire 2, c'est là que j'ai eu mon premier choix de cours ever à faire. Puis j'avais le choix entre musique et art. Fait que, tu sais, puis c'était bien vague, tu sais. C'est comme tu prends un des deux. Fait que moi, je vois, mettons, Black Magic puis White Magic dans ça. Là. Puis là, mané, quand t'es dans le cours de musique, là, mané, t'as le prof qui dit hey, tu veux-tu jouer comme du saxophone tu veux-tu jouer genre de la flûte tu veux-tu jouer genre voyons comment ça s'appelle de l'euphonium puis là c'est comme là un peu t'es clairement dans la Black Magic puis là tu te dis comme je suis plus cuivre je suis plus bois je suis plus la base. Fait définitivement. Moi, je me fais penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que le ton du film, c'est The Coven, le film des années 90. Que c'est 4 filles qui font de la magie noire. Ça te dit-tu quelque chose? Je me souviens, écoute, je pense, d'un vieux cahier primeur, peut-être, dans lequel j'avais déjà vu ça étant jeune, puis je m'étais dit, hey, ça, c'est clairement pas pour moi. Ah, mais écoute, je me souviens de l'avoir vu quand j'étais kid, là, tu sais, genre, je sais plus pourquoi, là, j'étais comme, c'est donc bien cool. Puis je l'ai réécouté il y a pas si longtemps, puis j'étais comme, c'est vraiment cool. Puis il paraît que le remake est pas bon. Quelle surprise. Mais. Écoute, on pourrait aussi parler du remake de Assault on Precinct 13. Puis je pense qu'on en serait. Ça reviendra au même. Bon. Hey Félix, il est 19h47. Est-ce qu'on se lance dans le vif du sujet ou on parle un peu plus avec le chat de tout et de rien? Ben oui, écoute, je pense qu'on va se lancer. On va se lancer dans le programme principal tranquillement. Et pour ce faire, je pense qu'on va on va changer de pièce. Hein? On va aller dans un endroit plus confortable. Ah oui, pas le salon. Eh oui, et voilà. J'ai pas eu beaucoup de temps pour lire mes livres de Spire.
parce que principalement j'étais occupé pas mal à lire Soulbound, le plus récent jeu dans l'univers de ce qu'on pourrait appeler le grand univers de Warhammer Fantasy, entre guillemets, et je le mets entre beaucoup de guillemets. Mm. Euh, Ouais, entre beaucoup de guillemets, parce que entre Age of Sigmar et Fantasy, il y a genre un millénaire de guerre mystérieuse entre les dieux. Là, ben, il y a quelque pas chose du mal genre. genre la fin du monde entre les deux. Puis c'est d'ailleurs un des trucs là, que je vais un peu adresser pendant qu'on va discuter parce que le il y a beaucoup, ben beaucoup. Il y a des gens qui m'ont quand même posé quelques questions quand on a commencé à parler de ce jeu-là. Euh, Par Mhm. exemple, tu sais, je me rappelle m'être fait beaucoup demander est-ce que pourquoi ils sortent ça, qu'est-ce que c'est, ils viennent de sortir une nouvelle édition de Warhammer Fantasy Roleplay, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis c'est ça, c'est vraiment deux, entre guillemets, univers différents. C'est deux jeux différents. Le jeu de Mhm. miniature Warhammer Fantasy Battle n'existe plus. Encore une fois, je me sens de gros guillemets parce que on sait que Games Workshop travaillerait potentiellement sur une espèce de retour de ce qu'ils appelle le Old World. Euh, mais Ouh là là. euh, en ce qui a trait là, à la bouture la plus récente, ben, c'est Age of Sigmar. Et puis, euh, c'est un peu c'est le premier jeu de rôle, en tout cas à ma connaissance, là, qui est fait vraiment là, autour de cet univers-là. Puis, je dois t'avouer, Oui, oui, Dave, que. oui. Puis je pense que c'est important. Excuse. Dans le sens où je veux dire, c'est important de peut-être comme faire la scission entre les deux où il y a beaucoup de concepts qui ont été, comme on va dire, recyclés, mais je pense que tu sais, tout est comme mis au maximum dans Age of Sigmar. Tu sais, genre, c'est plus les nains sont un peu mercantiles, puis les nains sont un peu bons avec le métal. Là. C'est comme, ok, là, il y a des nains méga mercantiles qui font genre des zeppelins en métal, Ben, puis qui ont genre des conglomérats. Là, c'est un peu. puis, Ce qui est un peu intéressant, je trouve, là, avec l'univers là, de Warhammer Age of Sigmar, c'est que ils ont essayé de, je pense, se détacher de ce qu'on pourrait appeler là, la fantasy classique pour vraiment plus se rapprocher, là, ben, se rapprocher, pour explorer dans le fond quelque chose de nouveau. T'sais, beaucoup de choses qu'on voit dans Age of Sigmar sont relativement, on va dire, peu habituelles, un petit peu weird. Puis, ils n'ont pas eu peur, là, mhm. je pense, là, de justement prendre ce qu'on était habitué de connaître puis de le réinterpréter d'une façon différente. Euh, Ce qui est plutôt bien parce qu'en bout de ligne, des nains qui travaillent le métal puis qui aiment les pierres précieuses, on commence à être un peu habitué. Et puis, Ah non, non, on a vu. On en a vu, on en a vu. Un autre bon exemple, là, ce serait, tu sais, mettons les différents clans d'elfes. Là. mhm. Je pense juste aux Idonettes Deepkin qui ont été comme recréés à partir des âmes des elfes qui ont sauvé à l'intérieur d'une grosse bébite cosmique qu'ils avaient mangée. Puis quand ils ont essayé ces techlists, je crois, quand ils les ont reconstruits, ben, il a un peu raté sa shot, puis il n'y a pas tous les Idonettes Deepkin qui ont une âme. Puis comme il a vu qu'il avait fait une erreur, il a dit je vais m'en débarrasser. Puis eux se sont cachés sous l'eau vraiment profond. Puis ont commencé genre à muter en espèce d'hommes poissons des profondeurs. Puis leur gros but, c'est d'aller chercher des armes à la surface pour en donner à leurs enfants. Tu sais, je veux dire, on est loin de ah oui, les elfes vivent dans le bois, puis les elfes des lacs vivent proche d'un lac. Là, Ouais, non, 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 exact. Là, on est dans le. c'est, c'est pas la même game. Euh, Ah non, c'est très très savoureux. Euh, Puis, une autre chose, là, je pense, là, avant de plus parler de Soulbound, une grosse critique là, qui se fait de. Là, je parle de la première édition surtout, là, de Fantasy Roleplay, c'était que c'était un jeu où, ultimement, tu jouais des gens, on va dire des paumés, euh, des, des, des gens qui n'ont pas de talent, souvent, puis qui deviennent aventuriers par la force des choses. Du genre, j'ai des grosses pustules, puis ma pommade me coûte trop cher, fait que je vais arrêter de chasser des rats pour quelques pièces d'argent et je vais essayer de trouver des pièces d'or en risquant ma vie. Tu sais.
Alors que dans Soulbound, là, on est vraiment là, dans du héroïque. C'est un univers qui est assez sombre, mais on joue des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Il y a 3 stats dans le livre. Le corps, l'esprit et l'âme. Mind, body and soul. Puis, selon les règles, les chiffres, ils disent qu'une personne normale a 1 ou 2 quand ils sont bons dans quelque chose. Puis souvent, les personnages, on va commencer avec un 4 et 2-2 ou un 4, un 3 et un 1. Donc, un total là, de 7 ou 8 dans Soulbound. Donc, tu joues vraiment des gens d'exception qui sont là, pour être des héros et non pas des paumés comme dans Fantasy Roleplay qui veulent de la pommade pour le play. Ouais, non, effectivement, puis c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai que Soulbound a vraiment un focus qui est différent là, de Fantasy Roleplay. Fantasy Roleplay, en 3 mots, je dirais que c'est comme un jeu d'aventure avec de la survie puis de l'horreur, on pourrait dire. Puis pour lequel toutes ces tones-là sont vraiment importants dans le jeu. Versus Soulbound, qui est vraiment comme un jeu de récit épique, d'aventure super héroïque, avec un petit hint là, de tragédie. Puis je rajouterais même dans ces keywords que c'est un jeu de groupe. Ce qui peut paraître un petit peu weird quand on parle de jeu de rôle, mais il fait partie d'une lignée de jeux où le jeu lui-même met les choses en place pour dire que c'est une activité de groupe et non pas 4 individus qui font chacun leur shit puis que ça donne qu'ils la font autour d'une table. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais duquel je vais parler un petit peu plus lorsque on va être dans les prochains sujets. Ok. Là, J'allais parler de ça, mais vois-tu, si tu me dis qu'on en parle plus tard, je vais me retenir. Ah oui. Là, de mon côté. Ah oui, c'est vrai. On va-tu avoir un changement d'image? Oui. Est-ce que ça se prépare? Qu'est-ce que tu vas nous montrer, Philippe? Ben, en fait, là, pour les images, j'ai un système un petit peu différent ce soir. Puis, dans le chat, là, dites-moi, là, moi, je crois remarquer là, qu'au niveau de l'image, Dave et moi, on a l'air un petit peu saccadé. Mais au niveau de l'audio, est-ce que c'est quand même pas pire? Parce que avant de. Oui, amoureux. Malheureusement, je connais pas assez Rat and Glory, mais je pense que dans les différentes versions de. Bon. Parfait. Si l'audio est correct, c'est ce qui était quand même important, mais les différentes versions, on va dire, de Warhammer qui ont été mis en RPG, je pense qu'ils ont quand même fait du bon travail de les différencier, puis pas d'offrir comme 4 fois le même produit. Ouais, ben, même s'il y a beaucoup de points en commun entre les deux jeux, c'est. Effectivement, ils ont été capables là, de les prendre puis de faire vraiment 2 expériences différentes avec. Fait que, grosso modo, petit survol de la création de personnages. Fait que dans le fond, Dave, comme tu disais un petit peu plus tôt, quand on crée un personnage de Soulbound, nos 3 caractéristiques principales vont pas mal être le body, le mind et le soul, qui vont déterminer un peu les poules de dés qu'on va rouler, parce que Soulbound est un jeu qui a beaucoup de points en commun avec ce qui était Vampire la Mascarade là, à l'époque où it was a thing. On a des caractéristiques principales, on a des habiletés, on prend si j'ai 3 en body par exemple, je prends 3 dés à ce moment-là. Dépendamment de si je suis formé. C'est un point de bail. Excuse. C'est un point de bail traditionnel, là, je veux dire, définitivement. Tu as tes attributs, tu as tes habiletés, tu additionnes les deux. C'est le nombre de dés que tu lances. Ouais. Là où ça devient un peu différent, c'est que le focus. Ouais, exactement. Parce que dans Soulbound, il y a une notion là, de dire que tu n'as pas vraiment de training, tu as du training avec focus. Ou à un certain point, tu vas pas nécessairement lancer 1 million de dés, mais plutôt lancer ton pool de dés, puis
peut-être avoir la possibilité d'améliorer certains de tes résultats en fonction du focus obtenu dans du focus qu'on s'est magasiné quand on a créé notre personnage. Puis, c'est un système qui est vraiment simple, somme toute. Là, je pense que pour des joueurs qui sont pas très très aguerris, par exemple, c'est vraiment un jeu dans lequel il est quand même facile de rentrer. Puis, ce qui va vraiment comme donner ensuite là, le gros gravy, si on peut dire, de création de personnages, c'est vraiment à travers les talents que les choses vont se faire. C'est là qu'on va aller chercher plus, des fois, d'aptitude martiale, la capacité de faire des miracles. Je pense que la magie aussi, là, de ce que j'ai cru voir, là, passe pas mal par là. Puis, hop. Évidemment, bon, sur l'autre bout de l'affiche, là, comme on est habitué, on peut voir le petit portrait pour ceux qui aiment dessiner, le background et tout ça. Et là, le bout où Dave, on va parler un petit peu plus. Oui. Félix, attends-moi un peu, excuse, là, je pense qu'on a des problèmes techniques un peu plus graves que ce qu'on croyait. Moi, sur mon moniteur, notre image est figée depuis genre 2-3 minutes. OK. Je vais demander au chat s'ils ont seulement le son. Parce que j'ai remarqué que quand tu changeais d'image, définitivement, là, on avait un problème sur Twitch où ça créait beaucoup, beaucoup de lag. Ouais, j'ai l'impression que le système qu'on utilise pour présenter les images en ce moment demande trop de ressources. Oui, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que, je sais pas, là, ton OBS essaie d'envoyer Bon, ben écoute, je pense 100% genre du HD. ça me désole beaucoup, mais je pense qu'on va devoir se ça me répond pas dans le séparer. chat. On va devoir se séparer des Je pense qu'on images. va laisser faire les images, malheureusement, pour la part. Bon, Mhm. on va retourner. Chat, si vous nous entendez, faites du bruit, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est rendu avec un délai. Pourtant, on n'a pas perdu de frame encore. Non, mais il y a définitivement quelque chose qui s'est passé. OK. OK. Fait que là, présentement, Félix, de ton bord, j'essaie de calculer le délai. Est-ce que tu as encore une feuille de personnage? Moi, ça a passé un peu à la seconde partie de la fiche. Et là, je viens sur le moniteur, je vois la fiche de groupe qui vient d'apparaître. Mais on va. Inquiétez-vous pas, là. On s'est arrangé là, pour que ça puisse fonctionner. Éventuellement. Mais peut-être qu'on devrait mettre juste nos visages en gros, comme ça. Merci beaucoup, Félix. Ouais. Moi, je viens de voir. Est-ce qu'on a un délai épouvantable? Ben quand même, parce que je nous ai mis en image comme ça depuis. Ça fait quand même peut-être une minute ou deux. Là, donc, je pense qu'on a quand même un petit délai. Mais ça bouge déjà un peu plus. Fait que. On va. On va continuer de même, puis on va moins interagir avec le chat. On va voir ce qu'on peut faire. J'aime pas ça, mais je pense que c'est la meilleure solution. Donc, bref, avant que ça se mette à planter et à tirer trop de jus, j'étais en train de mettre les choses en place pour que vous puissiez voir la fiche de groupe. Puis Dave, parle-nous donc un peu de la fiche de groupe. Eh bien, je vais l'ouvrir. Tu me mets un peu on the spot. Bon, ok, c'est correct. Mais non, laisse-moi une seconde. Mais définitivement, la fiche de groupe, il y a des choses importantes dessus. Il y a un truc qui s'appelle le Soul Fire. Puis dans le fond, il y a un rituel dans le setting du jeu, dans l'univers, où le groupe est vraiment là, comme leurs âmes sont liées dans un processus assez intense qui est fait par soit les dieux eux-mêmes, soit des gens vraiment puissants. Puis il y a comme une connexion, on va dire, âmique, une connexion spirituelle entre les différents membres. Fait que même s'ils ne s'entendent pas super bien, ils sont liés et sont connectés vraiment là, profondément les uns avec les autres. Puis, Party Sheet, lave-la.
Puis justement, le Soulfire, c'est quand même vraiment fort. Ça peut permettre de dire que tous les 6 sur un. Puis c'est dur à ramasser. Puis on a un maximum de Soulfire qui est un pool commun, c'est un bassin commun de points qui se donne à tous les joueurs. Puis c'est égal au nombre de joueurs qui sont dans le Soulbound. Fait que si vous êtes 3 joueurs autour de la table, vous avez 3 Soulfire à dépenser et à regagner. Puis c'est votre maximum. Là, on peut faire des choses assez épouvantables comme dans un jet, que ce soit toutes des 6. Après un jet, rerouler autant de dés qu'on veut. On peut regagner tout le metal. Le metal est une source là, on va dire, de ressources qui s'utilisent par personnage. Donc, on va dire un genre de mana, qui n'est pas du mana, mais qui est autant magique que physique. On va dire regagner tout son mana au lieu de 1 par tour. Regagner toute sa toughness, donc tous ses points de vie. Pas nécessairement ses points de vie négatifs, là, pas ses blessures, mais bien, on va dire son endurance. Ou carrément, là, genre, tricher la mort. Puis là où ça devient vraiment un jeu d'équipe, c'est que quelqu'un pourrait dépenser tous les points de Soulfire de son équipe sur son personnage. Mais quand un point de Soulfire est dépensé, il faut que les autres acceptent qu'il soit dépensé. Par contre, si les autres joueurs n'acceptent pas qu'il soit dépensé, le joueur peut quand même dire je vais piger dans le bassin de Soulfire parce que moi je pense qu'on a besoin de le faire puis je veux le faire. Que ce soit pour un but personnel ou pour un but, on va dire, de groupe, pour le plus grand bien. Si un joueur, sans l'accord des autres, utilise du Soulfire, ça fait monter une échelle dans le bas de la feuille qui est le Doom. Donc on va dire l'apocalypse ou l'approche de la mort. Comment tu traduirais le Doom en français, Félix? J'ai déjà vu Destiné être utilisé pour ça, puis ça m'écœurait vraiment beaucoup. Le trépas? On va appeler ça le trépas. C'est un mot qui est compliqué à traduire, je pense. Mais bon, puis cette échelle de Doom-là, ultimement, quand vos personnages échouent à protéger l'espoir ou vont, on va dire, nuire à l'espoir des bonnes personnes qui vivent dans cet univers très, très glauque et peu confortable, ben le Doom va augmenter. Puis là, quand ils vont faire des choses vraiment bonnes, le Doom va diminuer. Puis plus le Doom est élevé, plus ça risque de donner des bonus aux différents monstres et aux différents ennemis. Donc, ultimement, là, il y a comme une espèce d'ombre autour des personnages là, qui est directement en contrôle de la force de leur ennemi, qui est directement lié de à quel point les ennemis apportent l'espoir ou pas aux pauvres personnes de l'univers qui ne demandent qu'à être sauvées par les héros. Puis ça, je dois admettre que j'ai trouvé ça vraiment bien, une mécanique dans ce genre-là, pour vraiment refléter un peu ce que les personnages font en général. Puis, il faut préciser aussi que Soulbound est un jeu qui focus uniquement sur une des 4 grandes alliances de Warhammer Age of Sigmar, qui est Orders. Donc, on est vraiment amené à jouer des héros qui doivent affronter des choses horribles. Et idéalement, donner confiance un petit peu aux petits paysans puis aux petites gens là, qui essaient de faire leur gros possible dans la vie puis de payer leur internet puis tout. Fait oh, et puis, mais ça reste quand même un RPG qui va opposer l'ordre au chaos et pas nécessairement comme d'autres RPG héroïques qui vont faire le bien contre le mal ou présentement, je te dirais, là, je vais bientôt entrer dans une partie, puis la prémisse, c'est qu'on est comme la dernière étape avant que le méga chevalier de l'ordre se pointe, puis lui, il va faire du fascisme. Tu sais, là, c'est de l'ordre, là, mais tu sais, genre, à tout prix, il va faire du fascisme, il va faire des purges, puis il va, tu sais, genre, on va dire, là, les dommages collatéraux, là, pour le plus grand bien, ça ne dérangera pas. il va dire, hey, lui, avec des pustules là, qui a de la misère à payer sa pommade, là. Oh ouais! Ouais, genre, donc, quelque part, là, même si on est des héros en tant que Soulbound, ben, il y a comme une petite teinte de gris où travailler pour l'ordre, puis l'ordre, c'est pas juste le bien, mais c'est, on va dire, la stabilité. Fait que, tu sais, on va dire, le côté, le beau côté de l'ordre, on va dire, c'est une société qui se tient debout, puis qui fonctionne bien, mais tu sais, le fascisme, c'est de l'ordre aussi. Fait que c'est, des fois, tu sais, les, comment ils s'appellent
En tout cas, des fois, la gang de Sigmar, là, qui est comme celui qui a créé les Soulbound avec l'aide des autres dieux, des fois, sa gang, là, ils pensent qu'ils savent ce qui est bon pour les gens normaux, puis ils se gênent pas pour le faire. On les appelle les Stormcast, Dave. Les Stormcast, Puis, oui. un autre. Justement. Non, vas-y, vas-y. Ah, j'allais dire, justement, c'est possible de jouer les Stormcast. Mais dans la création des Soulbound, les Soulbound, quand ils vont mourir, leur âme est rendue, on va dire, tellement dure qu'au lieu d'être réincarné ou de faire quelque chose avec, l'âme explose en mille miettes. Ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui va jouer un Stormcast, comme eux, leur âme peuvent être reforgées, ils peuvent jouer avec les Soulbound, mais techniquement, c'est pas des Soulbound. Puis là, jouer un Stormcast, c'est vraiment fort, mais tu ne donnes pas un point de plus de Soulfire pour le reste de ton équipe. Because fait que you're un a peu en jerk. dehors. C'est. Ouais. Ah non, Mais, c'est intéressant qu'ils aient réussi à les intégrer avec, on va dire, un certain coût pour le reste du groupe. ouais, puis juste pour conclure rapidement, peut-être c'est sur la notion de jeu d'équipe, justement, l'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est comment l'avancement fonctionne dans le jeu. Où, pour gagner ses points d'expérience, un personnage va avoir des objectifs à court terme qui vont lui rapporter un point d'expérience à chaque fois qu'il va les accomplir. Il va également avoir des objectifs à, on va dire, long terme, qui vont lui donner 10 points d'expérience lorsqu'il va les atteindre. Mais sur la fiche de groupe, il y a également une liste d'objectifs à court terme et à long terme. Donc, l'expérience n'est plus nécessairement une question d'être totalement comme individuel euh, ou d'être entièrement quelque chose de groupe. C'est une balance entre les deux. Puis j'ai trouvé que c'était le fun parce que ça contribue beaucoup de un à, en tant que joueur, avoir assez de leeway pour dire au DM, voici un petit peu les genres de choses que j'aimerais qu'il se passe, sans trop non plus lui enfoncer dans le fond de la gorge, comme d'autres jeux des fois là, vont le faire un peu plus. Puis en même temps, ça va quand même permettre au groupe de se concerter ensemble pour dire ok, c'est quoi notre objectif en ce moment, c'est quoi qu'on travaille à faire ensemble. Puis encore une fois, si on le compare à Donjon Dragon, ben, toute cette dimension-là de comment est-ce qu'on va le faire ensemble, comment est-ce que si est-ce que ça, ben, c'est encore une fois la responsabilité du DM de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Puis, ce qui est vraiment plaisant, c'est que mettons que vous n'avez pas d'idée de personnage. Il y a beaucoup d'exemples, il y a des tables de buts que vous pouvez juste rouler dessus et dire voici un but. C'est vraiment niaiseux, là, mais on va le dire, là, c'est si vous connaissez le OSR, là, qui aime les tables de génération de personnages, ils sont allés chercher le meilleur du OSR puis l'ont intégré dans le jeu. Ça, je trouve ça moderne. J'aime vraiment cet aspect-là de dire j'ai pas d'idée pour un personnage, là, je vais rouler sur des tables, puis les tables ont l'air bien montées puis ont l'air plaisantes. oh, Dave. Ouais. Quand je vais te présenter du 2D20, là, je pense que tu vas avoir le shake. Je sais pas, là. Je suis difficile, mais Soulbound, c'est un beau morceau. C'est du RPG traditionnel. C'est sûr que, je veux dire, j'aime les trucs vraiment funky, là. Mais au niveau RPG traditionnel, j'ai vraiment hâte que la partie commence, puis de pouvoir jouer dedans, puis l'expérimenter. Non, ben, il y a vraiment. Il Il y a vraiment une belle, on va dire, modernité dans le jeu. Où est-ce que on sent là, que c'est quand même un produit réfléchi, un produit qui ressemble à. On est où en ce moment en tant que gamer puis en tant que culture de gamer. Puis, honnêtement, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu l'impression de retrouver des vieux amis, si on peut dire. Euh, c'est pas le premier jeu de rôle que je lis qui est basé sur un wargame. J'ai lu celui d'Infinity et dans le passé, j'ai beaucoup accroché sur celui de Iron Kingdom, euh, qui est celui qui est situé dans l'univers de Horde et de War Machine. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir explorer, dans le fond, ces univers-là d'une façon différente, puis de se faire donner tout le leeway que le jeu t'offre pour le faire. Je dois aussi avouer que j'ai beaucoup aimé le cast de, on va dire, race jouable dans le jeu. Ça aurait été facile de dire, bon ben, humain, nain, elfe, stormcast.
Mais ils ont quand même trouvé une petite place pour les Sylvanettes, donc qui est quand même, je pense, le meilleur take que j'ai vu d'humanoïdes à thématique végétaux. Euh, Ah non, non, c'est ce que je vais jouer dans la partie, là, parce que tu me parles d'un personnage qui est alien, puis je suis comme, ah oui, oui, des personnages qui sont comme à part. Là, il faut que je m'informe vraiment beaucoup sur les Sylvanettes pour le faire, on va dire, alien de la bonne façon. Là. Mais définitivement, tu sais, c'est un être vivant de végétal qui va voyager à travers des gens faits de viande. Puis les gens faits de viande sont différents, puis sont mystérieux. oui, ben en fait, tu sais, on a déjà parlé, Dave, dans dans le confort de notre intimité, de à quel point justement, bon, la question de race dans les jeux de rôle est souvent comme plus présentée en réalité Est-ce comme que étant c'est une des culture? exacts. Euh, je trouve que à un certain point, dans Age of Sigmar, on a quand même quelque chose qui, tu sais, quand une race est pas comme toi, tu le sais. Ah oui, j'ai vraiment l'impression là, de ne pas avoir comme choix entre différentes cultures qui s'adonnent à avoir des différences physiques. J'ai vraiment l'impression là, d'avoir le choix entre plusieurs espèces animales ou végétales différentes. Tu sais, Euh, c'est comme ça, c'est biologie X, ça, c'est biologie Y. mhm. C'est pas pareil. Ah non, ouais. Puis tu sais, je veux dire, entre les différents types d'elfes, t'as les elfes un peu plus traditionnels, mais les Deepkin, les Sylvanettes sont plus ou moins des elfes aussi. Là. Sont comme construits à partir d'âmes d'elfes, mais c'est pas des. En tout cas, la C'est cosmologie compliqué. du jeu, la cosmologie est compliquée, puis justement, je sais pas si on est rendu là, mais c'est un méchant beau livre pour les fans de Age of Sigmar, qui ont connu, mettons, Underworld, qui ont connu Warcry, qui ont connu Age of Sigmar, évidemment, qui n'ont pas nécessairement le goût de, genre, courir après tous les livres nanan de setting, puis courir après tous les romans. Euh, la quantité d'informations sur l'univers d'Age of Sigmar dans ce livre-là est incroyable. Ah, pour vrai, c'est vraiment très cool parce que on va avoir des explications sommaires de tous les panthéons, on va avoir des explications sommaires de tous comment on appelle ça, les realms, parce que dans Age of Sigmar, là, il existe comme plusieurs réalités, Plan. plusieurs plans, ouais, dans lesquels on peut vivre de folles aventures. Fait on a des explications pour tout ça, pour la plupart des races jouables, on a du background, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé qu'ils trouvent la place où couper, parce que c'est quand même, c'est quand même un bon livre, là. Puis il aurait pu être encore pas mal plus épais, puis je suis content qu'il soit gardé de la place pour des suppléments puis des choses comme ça, parce que il y a des races qui ne sont pas dans le jeu. Moi, je me demandais beaucoup si on allait voir les Kurnoti qui ont été intégrés, on va dire physiquement pour la première fois dans Underworld. Je me demandais si on allait voir les Séraphons, par exemple, aussi. J'ai toujours eu Hmm. un petit soft spot pour les hommes lézards qui arrivent par des arcs-en-ciel. Ah, c'est clairement des anges, là, d'où le terme séraphon. Écoute. Puis, Écoute, puis entre les dinosaures puis les oiseaux, c'est à peu près la même chose. Les anges ont des ailes avec des plumes. Conclusion logique, les anges sont des dinosaures. et voilà. Puis, Ils datent d'une autre époque. bien, tu sais, qu'il y ait comme une portion un peu City of Sigmar dans le livre, ben, tu sais, il y a des trucs qui ne sont pas là. Donc, tu sais, de se donner comme un canevas de base pour commencer à jouer, explorer des affaires, puis ensuite, c'est sortir des suppléments dans lesquels on va pouvoir aller chercher les petites épices pour changer un petit peu là, ce qu'on connaît déjà. Always a good thing. Un livre trop gros, moi ça me tape ses nerfs. Ça finit souvent par coûter vraiment cher, puis ça fait un livre que tu veux pas traîner parce qu'il est trop lourd. Écoute, le livre a 300 quelques pages, là, puis tu dis qu'il est pas trop gros. C'est signe que ce qu'il y a dedans, c'est des bons morceaux, puis c'est juteux. Euh, parce qu'un livre de 300 pages dans le format 8,5 11 environ, là, ça en fait du texte, ça en fait des images, ça en fait, tu sais, il y a du stock. Fait que Mm. s'il était pas bon, ce serait des longueurs. Puis, Si à cette longueur-là, il est savoureux du début à la fin, là, c'est très bon signe. Sérieusement, gros coup de cœur. Si j'aime bien l'univers Age of Sigmar, mais
si je l'aimais plus que ça, je dirais que Médiéval Fantastique, ce serait le jeu que j'irais tout le temps vers. Ben, Évidemment, honnêtement, il est très très lié à son setting, fait que je dirais pas ça, mais maudit qu'il a l'air le fun. Maudit que j'ai hâte de l'essayer. ben, écoute, moi, je t'avouerais, j'ai hâte aussi de l'essayer. Que ce soit en tant que DM, parce que c'est un des, encore, malheureusement, rares jeux euh, qui a une bonne section DM, qui te dit, qui t'explique c'est quoi le jeu, c'est quoi les maths derrière le jeu, qu'est-ce que tu es supposé faire avec, puis te donner des bons petits conseils pour hooker tes joueurs, puis vraiment leur donner des choses. Fait que, en tant que DM, j'aurais vraiment. Je sais que ça serait pas difficile, puis j'aurais pas beaucoup de recherches à faire pour me lancer, pour le rouler. Puis même en tant que joueur, je sais que je pourrais facilement rentrer dans le vif de l'action, me choisir deux, trois affaires. Puis comme c'est pas un jeu qui est vraiment axé sur la ligne de miniature, ben je sais que c'est pas le genre de jeu dans lequel je vais devoir comme construire des super gros combos de la mort qui impliquent de pousser, tirer, attaquer trois fois, faire un backflip, puis si je réussis toutes les moves, la lambada, ensuite mon yo-yo se met à faire de la lumière. Là. Fait que, mais c'est important d'en parler, je pense. C'est Cubicle 7 qui ont fait le jeu. C'est pas Games Workshop. Puis tu sais, avec le Dice Pool D6, ils ont réussi à aller rechercher des éléments du jeu de miniature où il faut que tu compares ton rang d'armure avec le rang d'attaque pour savoir c'est quoi ta difficulté sur le dé. Ça me rappelait beaucoup, beaucoup Warcry. mm-hmm. Ça, c'est cool, mais c'est pas un jeu où tu mesures avec une réglette. C'est pas ce genre de jeu-là avec les miniatures. C'est le genre de jeu où tu peux avoir une map, mais ultimement, la map est divisée en zones, puis tu dis, ben, le monde dans cette zone-là sont à short range. Après ça, si je vais aller dans l'autre zone, ben, probablement que je peux sauter 2 zones s'il n'y a pas de terrain difficile. Ça permet beaucoup le théâtre de l'esprit au lieu du jeu vraiment physique. Mm-hmm. On parle pas de cases dans le jeu, on parle pas de distance exacte. Peut-être un peu trop à mon goût. J'ai eu l'impression que une moment donné, ils n'ont pas fait le switch à un jeu de zone complet, puis ils ont gardé des distances là, quand il aurait peut-être pas dû. Mais non, définitivement, ils veulent pas que le monde s'enfarge puis trébuche dans les fleurs du tapis. Ils veulent vraiment que le monde raconte des histoires de combat. Pas Non, genre exact. faire du combat méga tactique. Puis, ça rentre définitivement là, dans, je te dirais, là, mon top 5 des bonnes alternatives à Donjon Dragon pour quand tu veux changer le mal de place. Fait que si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur Soulbound, ben, je vous invite à nous poser des questions. Vous pouvez nous écrire par courriel à détourludique@commercial.gmail. Vous pouvez nous écrire sur Facebook aussi. Ou vous pouvez passer en magasin pour en discuter avec nous. Oui, puis écoute, Félix, parle-nous donc de ce qu'il y a entre les deux sections, parce que moi, je vais essayer d'envoyer le lien vers le Discord qu'on a commencé à essayer de garder en vie un peu plus. Donc, oui, en fait, là, avant d'embarquer dans notre autre méga sujet, la semaine dernière, là, pour se faire pardonner un peu là, les petits problèmes techniques de l'autre semaine encore là devant, on avait fait un petit concours dans lequel on faisait tirer un quick start du jeu Heart. Et on a quand même eu une belle participation, j'ose le dire. Et on a fait le tirage, évidemment, parce qu'on quand on dit qu'on va faire tirer quelque chose, on le fait pour vrai. Et le gagnant, le grand, le seul, l'unique grand gagnant de ce concours, inoubliable. Quelque chose, vous allez mettre ça dans votre calendrier, là, chaque année, là, vous allez faire comme un genre de petit party. Hein. Ça va être de même encore pour longtemps. Eh bien, le grand gagnant est nul autre que Hugo Bédard. Hugo Bédard, je ne sais pas si tu es avec nous ce soir. J'espère que oui, parce que sinon, ben, c'est un petit peu plate. Mais Hugo Bédard, écoute, tu as bien répondu aux questions. Ma foi, là, extrêmement complexe et bien cachées dans le stream. Et tu auras la chance de pouvoir venir chercher ton édition du Quick Start de Heart à Détour Ludique. On va le laisser à ton nom et tu peux passer quand tu veux à la boutique de Québec. Et on va rentrer en contact avec toi par email, comme c'est comme ça que la participation est arrivée.
En tout cas, j'imagine. Ben, Sinon, dans la regarde mesure dans le où, bottin, trouver son adresse. dans la mesure où peut-être que Hugo n'est pas en train de nous écouter, effectivement, on va contacter par courriel pour être sûr que tout ça se rende à bon port. Et, et on espère beaucoup que tu vas nous donner des feedbacks de Heart, parce que moi, j'en veux plein. Ah ouais, t'aimes cet univers-là, Félix. T'aimes vraiment l'univers Art Aspire. Ah, c'est bien foutu. Et sans plus tarder, on va affronter notre deuxième sujet de la journée. Puis je voulais Dave, aujourd'hui qu'on parle de jeux qui sont basés sur des propriétés intellectuelles ou des franchises, comme tu l'as dit tantôt. Donc, que ce soit des jeux comme Soulbound, qui sont basés sur une franchise de Wargaming, des jeux comme The One Ring, dont la campagne Kickstarter vient de se terminer, qui est basée sur les œuvres littéraires de J.R. Tolkien. Il y a deux R, Félix. Ah ouais. J.R.R. Tolkien. Écoute, j'ai pas dit R.L.S. Steen, c'est un début. Donc, écoute, moi, je veux l'univers de Daniel Steele. Oh boy. Tu sais, l'auteur qui a écrit probablement tous les romans préférés de nos mères. Oui. Moi, je pense qu'il y a un RPG à faire avec ça. Ah, sûrement. Et puis, souvent dans le jeu de rôle, j'ai remarqué que, bon, ces jeux-là, souvent, bon, la franchise, tu sais, il y a des jeux, bon, comme Star Wars, Alien, et Buffy contre les vampires. Je veux dire, écoute, même Angel a eu son jeu de rôle. Puis, classé dans le top 50 des meilleurs jeux de rôle selon RPG.net d'ailleurs. Eh bien, beaucoup de gens regardent ces jeux-là, puis se disent pourquoi je jouerais à ça. Bon, je connais déjà l'histoire. Je veux pouvoir créer mon monde. T'sais, beaucoup de gens voient la franchise comme étant un frein à l'imaginaire. Puis, à force de... Bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ces jeux-là, à en lire quelques-uns qui avaient bonne réputation. Et à force d'écouter d'autres game designers travailler sur ce genre de jeu-là aussi, j'ai fini par comprendre, Dave. J'ai fini par comprendre. Ah, t'as fini par comprendre? Convainc-moi, parce que moi, en même temps, Soulbound, dont on vient de parler, est déjà en train de me convaincre un peu. Fait que... Ben, moi, je te dirais, il y a deux approches qui m'ont vraiment marqué dans ce type de jeu-là. Puis, comme quelqu'un qui a beaucoup de problèmes à accepter les choses dans la vie, puis qui va voir une psychologue pour s'aider, ou un psychologue, parce que évidemment, ça devrait être non-genré, c'est une question de perspective. Ok. Parle-nous des perspectives. La première fois que j'ai eu un bon feeling pour un de ces jeux-là, c'est quand la nouvelle édition, ça fait un moment qu'elle est sortie déjà, mais la dernière édition de Conan, dans le système 2D20, présentée par Modifius, est sortie. Je me souviens que pendant la campagne Kickstarter, un des stretch goals m'avait paru un peu étrange. Puis c'était de dire, si on atteint ce montant-là, on va aller chercher des gens qui ont des PhD en littérature américaine, spécialisés dans la littérature de Conan. En fait, là, de l'auteur de Conan, Howard, quelque chose. J'aurais dû me préparer plus, Dave, c'est un peu gênant. Ça doit être, ça doit être Howard Conan Doyle. Non, c'est malheureusement pas ça. C'est Robert E. Howard. Parce que bon, il y a quand même Solomon Kane dans le mix aussi. Fait que voilà. Puis je me disais, bon, on va aller chercher ces gens-là, puis eux vont s'occuper dans le fond de garantir qu'il y ait une continuité pertinente dans les divers ouvrages qu'on va faire reparaître. Donc, c'est comme, ok, le temps passe. Éventuellement, je finis par lire le livre. Le système de D20 m'a vraiment accroché. Je trouve que c'est vraiment un beau take sur quelque chose qui feel comme vieux mais nouveau en même temps. Puis,
Dans la section des Hemmings, il y avait je pense que c'est un double page, où est-ce que là, il y a un des auteurs en question, un des titulaires de PhD, qui commence en disant, écoutez, là, on va arrêter de parler d'affaires de nerd, là. Puis, moi, je vais vous expliquer c'est quoi la structure d'une nouvelle de Conan. Puis, je vais vous expliquer ça pour que, quand vous allez préparer vos games, si vous avez des joueurs qui sont des fans de Conan, ben, à la fin de la game, il va vous dire « Hey, wow, c'était vraiment cool. J'avais l'impression d'être dans une nouvelle de Conan. » Puis, là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de vraiment hot avec ce jeu-là, parce qu'en réalité, ça devient une étude d'une œuvre littéraire. Jouer à Conan, avec les outils tels que présentés tels qu'ils sont en ce moment, c'est une façon d'étudier l'œuvre littéraire, une œuvre avec un grand O, là, parce qu'il y a quand même plusieurs petits livres. Il y a des comics, il y a les films qui en font partie un peu. C'est des adaptations. Puis de se l'approprier, puis de la découvrir, puis avant de lire ce livre-là, j'avais pas d'intérêt pour Conan tant que ça. Ce qui m'avait surtout attiré envers le jeu, c'était le côté un peu low fantasy, un peu comme pulp horror. Puis, à la fin, quand j'ai fini de le lire, ben, soudainement, j'avais envie de lire du Conan. Oh, quand même. Puis, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque chose. J'ai compris que quand tu joues à Conan, tu joues à explorer cet univers-là, à explorer un genre littéraire, puis à vraiment comme en faire un peu une étude presque, entre guillemets, académique, où tu peux vraiment reprendre les choses, les retravailler comme tu veux, apprendre comment ces histoires-là étaient écrites, pourquoi ils étaient écrites, en prenant, mettons, tel machin en considération aussi, ou ça. Puis, la plupart des suppléments, à date que j'ai lus, sont vraiment bien. Quelqu'un qui rentrerait dans la boutique en me disant j'aimerais ça avoir un supplément pour faire du Donjon Dragon, mais avec une vibe Europe du Nord. T'as-tu un livre Donjon Dragon pour faire du Europe du Nord? Ben, je lui conseillerais quasiment de ramasser Conan the Barbarian, qui est un des suppléments. Parce que tous les suppléments, si je ne me trompe pas, là, c'est genre Conan the Thief, Conan the Barbarian, puis des choses comme ça. Oui, Conan the Pirate, Conan the Scout, etc. Pour vraiment te permettre après ça de prendre chaque interprétation que l'auteur a faite de Conan, puis de faire des games un peu plus centrés autour de ces interprétations-là. Puis le contenu est juste vraiment bon. C'est vraiment comme un gros catalogue. C'est comme si on disait toute l'œuvre de Conan, c'est un gros catalogue pour faire ce que tu veux. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça, c'est la première façon. La première fois que j'ai comme fait, ok, ça peut servir à quelque chose. La deuxième, c'est arrivé vraiment récemment. Alors que je regardais le vlog de Brian C.P. Steele, un game designer là, qui travaille entre autres présentement sur un jeu de rôle de Power Rangers et de G.I. Joe et de Transformers, qui sont d'ailleurs toutes conçues. Qui vont être compatibles ensemble. Exactement. Un autre gros plaisir du jeu basé sur une franchise, c'est, je pense, une forme d'expérience transmédia. Puis, je vais te donner un exemple un peu, peut-être un peu caricatural puis un peu boboche parce que je connais pas bien ça Star Wars. J'ai vu le 4, 5, 6 puis pas mal ce qui est ça. On parlera de Star Wars après. Mais quand tu joues à Star Wars, éventuellement, tu veux pas raconter l'histoire de Luke ou de Leia ou de Darth Vader parce qu'on la connaît déjà cette histoire-là. Mais ce que tu veux, là, c'est, tu sais, là, dans Star Wars 5, hein, l'Empire contre-attaque. Oh oui. Ben, au début, là, ils font comme ah non, on se fait envahir dans notre bunker d'hiver vite. Il faut
faire en sorte que les gens puissent se sauver. Et puis là, il envoie comme des espèces de gros slingshot laser dans le ciel, puis on voit comme des espèces de vaisseaux qui réussissent à se faufiler entre les genres de frégates impériales. Définitivement, ça arrive, ça, Félix. Puis là, ben, je sais pas où tu t'en vas. Il continue de se faire attaquer, puis peut-être. Puis, éventuellement, tu sais, dans Retour du Jedi, il y a comme un bout, un moment donné, où Léa dit, ouais, on a appris qu'à telle place, là, il y a sur une lune, là, il y aura un bon spot là, pour aller comme faire des shenanigans contre la nouvelle étoile noire. Ben, ce que tu veux, c'est raconter l'histoire des dudes qui sont partis dans les frégates pendant l'évacuation de Hoth, puis qui ont fini par trouver le spot sur la lune de Andorre pour que les personnages puissent trouver ce spot-là. En faisant cette histoire-là, puis en lui donnant un sens, ben, tu viens de faire quelque chose de vraiment spécial. Tu vas faire en sorte que la prochaine fois que tu vas écouter le film, puis que tu vas voir ce bout-là arriver, tu vas dire mais nos personnages étaient dans ce bout-là. Oui, ok. Je vois le principe là, où, ultimement, la saga Star Wars, l'histoire de Luke et Léa et Anne, il y a comme genre. Il y a des side stories qui expliquent tout ça, là, un peu comme Rogue One le fait. Là. Il y a des... Est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais tu sais, il y a eu des romans. Là, il y a la série de Mandalorian qui roule. Il y a eu. Tu sais, une moment donné, il y a des trucs parallèles. Puis pourquoi ce truc-là parallèle, ce serait pas ton histoire à toi que tu as raconté avec tes amis, à le comic book que tu as trouvé que 3 personnes ont lu? Puis même je suis un peu méchant avec les comic books, mais. Tu sais, ou même un autre exemple un peu là, dans le classique qui était dans le transmédia. Dans la Matrice, à un moment donné, là, je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, il y a comme quelqu'un qui fait comme ok, pas de problème, qui raccroche le téléphone puis qui dit l'Osiris est arrivé à tel machin. Puis t'es comme ok, cool, puis il en parle plus jamais dans le film. Par contre, genre, pour que le message se rende jusque-là, ben, ce message-là a une histoire qui est racontée à travers un jeu vidéo et à travers un segment de Animatrix. Fait que, si, à mon avis, tu veux avoir du plaisir avec une grosse franchise, avec des gros noms, puis des personnages qui, évidemment, prennent beaucoup de place, ben, ce que tu veux, c'est vraiment trouver la petite affaire dans le film pour laquelle il manque une explication. Ou dans le roman, ou peu importe. Puis, créer quelque chose autour de ça pour lui donner un sens, puis faire en sorte que ultimement, ben, après ça, quand tu réécoutes le film, ben, tu fais partie de ce film-là d'une certaine façon. Tu as créé un sens à quelque chose qui apparaît dans le film, puis qui va te suivre après ça, tout le temps que tu vas l'écouter. Ben écoute, moi, ça me fait penser, je te dirais, je veux parler un peu là, je te laisse le lead, là. Mauvaise expérience. Merci, Félix. Ma mauvaise expérience, justement, là, qui m'a rendu un peu amer, d'avoir essayé de rouler Star Wars D20 quand j'étais au secondaire. Fait qu'on parle genre de 2003 environ, là, on est dans... Il y a eu les prequels, là. Il y a eu Star Wars 1, 2, 3, il y a eu 4, 5, 6, puis tu sais, on est au secondaire, puis les jeux de rôle sont pas écrits comme aujourd'hui, comme Conan l'est. C'est pas écrit qu'est-ce que c'est supposé faire avec. Puis là, on se dit, hey, on va jouer à Star Wars. Puis là, tu sais, mine de rien, je suis pas au courant de l'univers comme étendu. Je suis pas au courant, tu sais, genre de tout et tout et tout. Puis, malheureusement, Star Wars, selon moi, a un défaut où les personnages, on va dire, importants, sont très accessibles, puis ils sont très définis. Ou, ultimement, tu te fais dire, ton joueur te dit, ah, ben oui, là, je suis un Jedi, et puis là, je reviens à Coruscant. Coruscant, je pense. Je sais plus. Écoute. La base des Jedi. Ça doit être à Tatooine. Non, c'est pas à Tatooine. Tout est à sur Tatooine. le bord, là, puis genre... Tatooine, c'est le Far West, Félix. Là, moi, je te parle de Washington. Donc là, les Jedi, ils retournent à Washington, puis là, ils disent, je vais aller rencontrer le président des Jedi, qui s'appelle Yoda, puis Mace Windu, puis le gars avec une longue tête, là, qu'on connaît pas son nom. Puis là, je vais aller les voir, là, puis là, on va croiser Obi-Wan. Là, je suis comme, ouais, c'est définitivement quelque chose dans qui va arriver, tu sais. Je peux pas dire non, tu peux pas parler à Yoda. Là, je suis comme, ok, là, faut que je roleplay Yoda. Puis de moment donné, c'est très encarcanant. Puis
c'est comme étouffant de jouer comme ça. Puis, Ben, je pense que, tu sais, très clairement, là, la franchise Star Wars a été pensée pour faire du Hero's Journey. Tu sais, c'était l'histoire de Luke. Puis, demander, c'est l'histoire de Luke, Anne et Léa. Mais tu sais, c'est un univers qui brille, on va dire, qui s'est fait connaître à suivre ses personnages principaux. Et ensuite, en second lieu, l'univers étendu. Puis quand tu connais les films, c'est encore pire, parce que là, les films 1, 2, 3, encore là, tu suis les personnages principaux. C'est pas un univers qui est intéressant pour son univers. Si tu vas dans un livre, oui. Mais tu sais, je l'avais pas fait à l'époque. C'est un univers qui est intéressant pour ses personnages. Fait que quelque part, tu veux jouer à Han Solo, mais t'as pas le droit, mais t'as peut-être le droit. Fait que là, t'as toute la question de à quel point tu veux retconner, puis à quel point tu veux respecter le lore, puis respecter les films. Puis là, ben, tu sais, si tu t'en fais voir les pieds là-dedans, puis t'es pas obligé de le faire, là. Tu peux y aller. Aujourd'hui, je le ferais, puis je m'en sacrerais. Là. Aujourd'hui, je serais comme, ben oui, là, Yoda, il est pas là parce qu'il est parti à son chalet sur Tatooine, whatever, tu sais. ben, Ou, tu sais, le conseil des Jedi, c'est pas les mêmes que dans le film, whatever. Mais à l'époque, c'était comme tellement étouffant. Puis le problème, c'est-tu le jeu, c'est-tu le setting ou c'est moi? C'est une bonne ben, question. je te dirais, moi je pense que ça revient à ce que j'expliquais tantôt avec la perspective, parce que souvent, après ça, un des gros problèmes qu'on a quand on joue à d'autres jeux que Donjon Dragon, c'est qu'on essaye de jouer à Donjon Dragon. Euh, Puis j'ai l'impression que tu peux pas t'attaquer à un jeu de franchise comme ça de la même façon dont tu ferais une game de Donjon Dragon. C'est basé sur des arcs narratifs qui sont quand même vraiment connus de la plupart des gens. Ça se peut même qu'à un certain point que tes joueurs connaissent mieux ces univers-là que toi. Euh, mais euh, arriver puis dire ben, faites un peu ce que vous voulez, j'ai une idée d'aventure, puis tu peux le faire, mais tu vas, j'ai l'impression, te ramasser à devoir dealer avec le dude qui va dire hey, je vais aller rencontrer Yoda, puis l'autre dude qui va dire hey, moi je veux faire un élevage de rancor, là, ou je sais pas quoi. Alors que Ouais, puis ultimement, tu, c'est tu- légitime un peu de la part des joueurs où c'est dans cet univers-là que tu veux interagir avec l'univers. Tu sais, si tu joues dans l'univers de Star Wars mais tu rencontres pas de Jedi, t'as pas de gros lézards sur Tatooine, puis que t'es genre, t'as aucun référent Star Wars, puis comme, ben à ce point-là, tu sais, on joue-tu à un truc dans l'espace avec des épées laser qui est pas Star Wars? puis tu sais, c'est d'aller chercher ces petites affaires-là pour tu sais, quand même, donner ça à tes joueurs parce que ça fait partie de ce qu'on veut, mais quand même de dire, de trouver ton point d'insertion pour qu'à un certain point dans la tête des joueurs, ça fasse pas de sens de dire hey, je vais aller voir Yoda. Parce que clairement dans leur tête, Yoda il est plus là ou je sais pas quoi. Euh, parce que bon, dans l'exemple que j'ai donné tantôt, ben, aller voir Yoda, ça serait un peu compliqué. À moins d'aller voir Oh comme des. oui, en effet. Fait il y a ça, puis en même temps, c'est toujours un peu touché parce qu'un fandom, tu sais, tu peux faire ce que tu veux avec, mais tu as plus de risques de faire du mécontentement. Puis Brian, quand j'écoutais son vidéo, en parlant un peu, où est-ce que justement il avait commencé une game de Star Wars avec un de ses amis. La game commence, il se passe plein de choses, Puis la conclusion de la fin de la game, c'est il s'est passé, on a fait quelque chose qui a fait en sorte que Luke et Han Solo sont morts. Genre sur Oh, Tatooine oui. avant de partir. Puis à un certain point, Brian disait ben il y a du monde qui aime ça, tu sais, de faire un gros what if, puis ça c'est comme un autre potentiel plaisir Oh, oui. d'explorer ces jeux-là. Mais il disait moi je veux pas aller là. C'est juste trop weird pour moi. Puis, tu sais, je suis allé voir le gars, j'ai dit, écoute, c'était une super belle game, puis tout. Mais finalement, ce que tu veux explorer, c'est pas trop mon jam. Euh, Puis là, ben, c'est sûr que tu t'exposes beaucoup plus à ça quand tu travailles une game qui est vraiment basée sur une franchise qui est connue, avec des fois des personnages qui sont vraiment, vraiment connus. Tu sais. Ah oui, définitivement, tu sais, genre, si c'est mon propre univers que j'ai créé, ou si c'est un comic book que juste moi j'ai lu, puis aucun de mes amis, puis que je présente un personnage, c'est comme quelconque, tu sais, soit écrit par quelqu'un d'autre, tu sais, je me ferai pas accuser d'avoir écrit une mauvaise fanfiction en tant que maître de jeu, ou en train de faire de la mauvaise fanfiction en tant que joueur. Tu sais, tout le monde s'en fout, puis ce qui est arrivé à la table est arrivé à la table.
Par exemple, si Yoda, il parle pas un peu bizarre avec ses mots en envers, tu vas te faire regarder de travers, tu sais, quand tu vas le roleplayer. Les joueurs vont s'attendre à ce que si Yoda est là, le maître de jeu, il va parler un peu bizarre. J'allais le faire, puis j'ai pas le goût. Non, c'est correct. C'est Non, correct. j'ai pas le goût. Puis, c'est ça. Ben, c'est ces attentes-là, puis en même temps, le fait que, ben, un fandom, tu sais, c'est plate, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec. T'sais, si je faisais une game dans l'univers des Tortues Ninja, chose qui devrait, j'imagine, être possible bientôt avec le méga système là, de Power Rangers, Transformers et compagnie. Euh, Puis que je te disais, ok Dave, la game commence, là, puis là, ton personnage, il vient de mettre genre la 12e balle dans la tête de sa victime, qui est Splinter, après avoir tué les autres Tortues Ninja, Casey Jones, April, puis Shredder. Ça se pourrait que tu me dises, ben, j'ai pas envie de jouer. Oui, et puis la question qui se pose, c'est, là, mettons que tu y vas avec quelque chose de moins intense. Tu te dis, bon, ben vous allez jouer à New York, dans l'univers des Tortues Ninja, avec comme les Tortues Ninja qui sont là. T'as des joueurs qui vont faire comme, ah oui, c'est vraiment cool, mais c'est en carcanant encore là, parce que t'es comme, mais là, pourquoi qu'on se bat contre Shredder, là? C'est pas la job des tortues. Pourquoi ils sont pas là, eux autres, là? Là, il y a des Triceratops, là, puis ils veulent parler aux tortues. Pourquoi qu'on est là, nous autres, là? Tu sais, il y a tout ça qui se passe. Puis là, en même temps, si tu dis, genre, ah ouais, vous serez pas à New York, vous allez être à Chicago, puis vous allez être des mutants. Puis c'est comme, tu joues-tu vraiment aux Tortues Ninja? Ben, kinda, I guess. Mais, tu sais, c'est de trouver, tu sais, c'est quoi l'empreinte que tu veux aller chercher. Est-ce que tu qu'est-ce qui te fait triper avec ce jeu-là? Ça va-tu être de dire, ben, je veux comprendre, c'est quoi une histoire des Tortues Ninja, puis la raconter? En quel cas, que tu sois à Chicago, que tu sois à San Francisco ou je voulais un autre Los nom en Angeles? haut, là, mais puis là, Arrigo? j'avais comme Acapulco en tête, puis j'étais comme puis après Guantanamo, puis j'étais comme mais C'est correct. en tout cas, Il y a des mutants à Rio, Félix. peu importe. Euh, ça n'a pas trop d'importance. Ce que tu veux, c'est aller chercher le frame histoire des Tortues Ninja puis le répéter sur quelque chose que tu vas apprécier. T'sais. Mais si ce Ah, que mais tu veux. le problème, c'est que d'un joueur à l'autre, tu peux avoir deux personnes qui veulent jouer aux Tortues Ninja, mais de façon différente. Ben, là, encore une fois, on va rentrer dans la bonne vieille discussion qui doit se faire entre les joueurs, entre le DM. Puis qu'il y ait vraiment un accord entre qu'est-ce que les joueurs veulent dans leur game, mais aussi qu'est-ce que le DM veut dans sa game. Parce que tu vois, encore cette semaine, j'ai parlé de DMing et de droit du DMing avec quelqu'un. Puis, tu sais, moi, il y a quelque chose qui me fait de la peine, Dave. Là. Quand on me dit qu'un DM, sa job, c'est de computer du data, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Oh, bah, il y a quelqu'un qui t'a dit ça, Félix? Il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Je donnerai pas de nom. Mais, parce que dans une autre discussion, un moment donné, je m'étais un peu pris le bec avec quelqu'un, puis je lui disais, ben, tu sais, c'était après une game qu'on avait faite, puis je lui disais, ben, moi, en tant que DM, ma job, là, c'est pas d'arriver à table, puis de te dire, OK, voici l'expérience Skyrim. Fais ce que tu veux, puis moi, ben, je vais te donner des levels. Si c'est ça que tu attends de ton DM, ben regarde, va jouer à Skyrim, va jouer à Oblivion ou whatever. Euh, Mhm. mais c'est pas ça la job d'un DM. Parce que avoir cette vision-là, c'est vraiment dire que le DM n'est pas un joueur. C'est pas quelqu'un Ouais, non, non, autour de la table. définitivement. Puis puis cette semaine, c'est ça, quand j'ai donné cet exemple-là, euh, ben, la personne me disait, ben oui, c'est un peu ça, la job du DM. Là. J'étais comme, ah. Oh. Ben, si t'aimes ça, faire ce job-là, c'est correct de prendre ce Ouais, rôle-là en tant que mais joueur, parce que après ça, quand mais... la personne genre se plaint que les gens sont pas comme super investis dans sa partie, puis des choses comme ça, ben t'es comme ouais, mais c'est normal. T'es l'ordinateur. Tu fais juste Ouais, dire oui tout c'est... le temps puis tu donnes des levels. Euh, fait ah, là,
ça devient compliqué, mais définitivement se parler, puis définitivement, le DM va explorer un univers, là, on va retourner à l'univers comme établi, la franchise. Le maître de jeu aussi a le droit d'avoir du fun avec ce joujou-là. Il a le droit d'explorer cet univers-là autant que les joueurs, d'un autre point de vue. Il y a une raison pourquoi un DM attrape un jeu comme ça. Puis, oui, définitivement, il veut se faire plaisir. Tu sais, probablement, ça se peut qu'ils veulent faire des petites voix de Yoda, là, qui, genre, tous les matins dans sa douche, là, il pratique ses impersonnifications de Yoda, de Han Solo et compagnie. Ça se peut qu'il y ait juste vu, comme j'expliquais un petit peu, 2 bouts dans 2 films différents qui pourraient être comme un arc narratif en soi, puis qu'il y aurait de quoi créer là, puis qui serait le fun. Peut-être que ce qu'il veut, je sais pas moi, c'est étudier un genre, étudier comment un type d'histoire est écrit, tout ça. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi le DM arrive avec ça. Puis cette raison-là, il faut quand même qu'elle soit véhiculée puis somewhat acceptée par les joueurs. Il y a une espèce de promesse implicite des joueurs qui disent on va aller un peu dans cette direction-là. Oh oui, puis ça c'est vrai pour, on va dire, les franchises, mais c'est vrai en général. Il faut que les gens s'assoient pour jouer la même game. Puis ça, faut que tu le communiques. Des fois, tu laisses ça dans les airs, sous-entendu, puis ça tombe bien. Probablement que souvent, ça tombe bien quand c'est des gens avec qui tu as souvent joué. Mais si c'est du monde avec qui tu n'as jamais joué, ou c'est un nouveau système, ou tu veux changer d'expérience, dites-le, tu sais, genre communiquer plus que pas assez. C'est ça le secret en bout de ligne. Ah oui, puis. Boy, mais. Là, tu me fais penser à d'autres jeux, là, puis des petites crottes sur le cœur. Non, mais c'est normal, Dave. C'est normal parce que, comme je te dis, moi, j'ai l'impression que beaucoup de ces jeux-là, on les a pris, on a voulu faire des games, on n'était pas expérimenté comme on l'est en ce moment. On a parti sans faire de préparation avec les joueurs. On savait nous-mêmes pas trop ce qu'on voulait faire. Ça a fini qu'on a monté ça comme une game de Donjon Dragon avec un donjon, un boss, puis tout le kit. Puis c'était peut-être juste pas comme ce qu'il fallait. Puis, tu sais, j'en ai parlé la semaine dernière quand je disais que j'avais floppé la fin de ma partie de Veil un peu. Puis que dans mon cœur, je crois que, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Mais selon moi, les joueurs m'en ont pas reparlé, mais ils ont dû être un peu déçus. Puis ça change pas le fun qu'on a eu avant. Puis c'est pas parce que là, on parle de comment bien faire les choses que on n'est pas conscient que c'est dur à appliquer. Non, je veux dire, on se plante encore, là, tu sais. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en disant oui, Dave Félix en tant que maître de jeu, là, ça doit être parfait. Puis c'est comme, ben non, parce que en théorie, tu sais, genre, j'ai des méga bonnes idées, j'ai des méga bonnes philosophies de DMing. Une fois que je suis assis à la table, puis qu'il faut que je gère la table, ben, de m'emmener, ça se peut que je l'échappe. Non, puis tu sais, toutes ces bonnes théories-là, puis tout ça, tu sais, ça vient quand même à force d'essais-erreurs, tu sais, et erreurs il y a. Non, puis ultimement, faut pas cacher nos erreurs parce qu'il y a des gens qui vont apprendre de nos erreurs. Ben, c'est ça. Ou l'idée, c'est tu peux scraper ta game avec tes amis le samedi soir. Ou si t'écoutes Dave, si t'écoutes Félix, si t'écoutes tous les DM qu'il y a sur YouTube, puis tu dis ils me disent comment ils ont scrappé leur samedi soir, je scraperai pas le mien demain, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'on connaît ces choses-là qu'on se plante pas. Oh non. Parce que c'est ça, c'est pas parce qu'on connaît la théorie que la pratique ça va toujours bien. Parce qu'en même temps, une table de joueurs, c'est toujours un peu. Ça peut prendre beaucoup de temps avant de bien saisir tes joueurs. Ça peut prendre beaucoup de temps avant d'être confortable avec ta table de joueurs aussi. Moi, j'ai eu un groupe de joueurs pendant pratiquement 10 ans, puis même encore à la fin, des fois, je me faisais dire qu'est-ce que tu veux exactement? Là? Je comprends pas trop, ce que tu veux. Puis, parce que je trouvais ça un peu ironique, là, étant donné que j'étais juste là pour vivre des belles aventures. Mais, ça prend du temps, puis ça prend de l'ouverture, ça prend de la confiance. De la communication aussi, puis des fois, ça demande des choix difficiles de dire comme, je veux vraiment jouer à ce jeu-là.
c'est mon premier choix de jeu en tant que maître de jeu, mais je sais que si je fais ça, je vais devoir ne pas voir l'ami X, l'ami Y pendant quelques semaines, les samedis soirs, parce que eux, ça les intéresse pas. Fait que là, t'es comme, est-ce que je prends un jeu qui m'intéresse moins, mais on garde le même groupe d'amis? Tu sais, c'est compliqué, là. Puis justement, tu sais, c'est de la communication, puis des fois, c'est des choix difficiles. Exact. Ou, je sais pas si t'as un jeu comme ça, Dave, dans ta collection. Là. Moi, j'en ai quelques-uns. Là. Des jeux que t'aimes tellement que tu veux pas aimer parce que tu veux que l'expérience soit tellement belle, tellement bonne, que ce soit tellement comme. Ah, mais que t'es comme. Ça va me prendre des joueurs parfaits pour ça. Puis. Non, non, j'ai pas cette expérience-là où. Ben, peut-être un peu où j'aimerais ça faire une partie de Paranoia un jour, mais tu sais, faut que tu comprennes, on va dire, l'humour de Paranoia, puis que tu sais, t'as lu 1984, puis une couple de livres dystopiques de même qui l'ont influencé. Puis, une moment donné, communiquer ça aux joueurs, je suis comme, là, il faudrait que je les prépare, que je m'assure qu'ils ont compris. C'est plate, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Paranoia dans 2006, fait que une ou deux versions en arrière. Mais tu sais, je vais-tu le rouler un jour? Probablement pas. Quel autre jeu qui me fait cet effet-là? Ah non, non, finalement, il y en a, Félix. Il y en a. Oh, boy. Mage l'Ascension. Oh. Mage l'Ascension, j'adore le concept. Mais le système de magie, là, moi, là, dire des affaires là, comme OK, là, ton magicien peut pas faire ça. Ton magicien peut pas faire ça. Parce que oui, on comprend que l'énergie, c'est de la matière. Mais ton magicien, il croit pas ça encore. Faut que tu dépenses de l'XP pour qu'il y croit vraiment profondément dans son âme. Puis là, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Puis là, je suis comme, pourquoi je fais de la philosophie genre sur un RPG puis ça mène à rien? Ben, Ah non, non, il y a des mais RPG. ça. Five Rings. Five Rings. Même problème que Paranoia. Les règles sociales dans Five Rings, c'est le jeu. Quand tu dis que le daimyo accepte le cadeau du premier coup sans y renoncer, puis sans te forcer à insister, c'est du character building. T'es en train de dire que ce gars-là, il est impoli, puis il est greedy, parce qu'il a pris le cadeau que tu lui as donné. Si les joueurs n'ont pas ce contexte-là, parce qu'ils n'ont pas lu le livre, là, ça tombe à l'eau complètement. Ouais, ben là, en fait, tu rentres dans ce qui va être éventuellement un sujet chaud. Peut-être même là, un épisode mono-sujet. Parce que là, dans Pas un celui-là, là, mono-sujet. je vais me choquer puis tout, là, mais qui est celui de. Tu sais, un épisode sur les investissements. Mhm. Puis comment ça peut vite devenir une game avec un seul investisseur, puis beaucoup de gens qui vivent ses dividendes. Écoute, je suis même pas sûr que le monde vive ses dividendes. Ça peut être plus un cas de tout le monde, genre, subit les dettes. Là. Je sais pas à quel point tout le monde subit les dettes quand c'est juste le DM qui paye en bout de ligne, mais. Mais je Non, me dis, est-ce que les joueurs ont du fun? ben souvent, oui, c'est ça le pire. Puis c'est vraiment ça le pire. Parce que si au moins il n'y avait pas de fun, je veux dire, ça prouverait qu'il y a quelque chose qui est wrong, que quelque chose ne va pas. Puis. Mais ils te voient comme un ordinateur puis comme un bac à sable. Peut-être. That's it. Je sais pas. Un gros sujet, un mono-sujet. Ça. Ouf. Ça va être l'épisode dans lequel je me choque. Mhm. Puis. Mais écoute, ça sera pas ce soir. Non. Non. Fait peut-être. Parce que là, je vois que c'est bientôt l'heure là, de rembobiner la cassette. Je finirais peut-être avec quelques suggestions, je pense, là, de jeux basés sur des franchises qui m'ont beaucoup plu dans mes lectures, que j'ai peut-être pas nécessairement eu la chance encore d'essayer, mais qui définitivement font partie des jeux que j'aimerais essayer. Donc, premièrement, Conan 2D20, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup jouer. D'un point de vue étude de qu'est-ce que c'est
du pulp fantastique. Ça a l'air d'être quelque chose de complètement merveilleux. Le jeu de rôle de Alien, présenté par Frioligan, m'a beaucoup intrigué aussi. Parce que c'est un univers qui peut facilement, dans lequel il y a beaucoup de préjugés. On se dit une game d'Alien, ça va être un vaisseau spatial, ça va être des gens mal pris, ça va être un gars déguisé en monstre, puis puis tout. Mais c'est un univers très étendu, celui d'Alien, qui incorpore jusqu'à des éléments de Blade Runner, des éléments de Soldat avec Kurt Russell. Fait que, il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans, puis le livre se fait un beau travail de montrer ça. J'attends avec impatience le jeu de rôle de Dune, qui va être présenté par Modifius aussi. Si ça ressemble moindrement à ce qu'ils ont fait avec l'œuvre de Conan, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et je compléterai peut-être avec... Je m'excuse, j'en ai pas dans ma collection. Ben écoute, Star Wars m'a vraiment quand j'étais ado. Je peux comprendre. Je peux parler des lames du Cardinal aussi, qui est un produit là, qui est très très malheureusement difficile à trouver ici en sol canadien, mais qui est basé sur les romans du même titre. Qui, eux, par contre, peuvent se trouver facilement en librairie. Des gens qui cherchent des fois là, du bon KPDP. Je recommande. Et un petit dernier. T'avais de la misère à trouver les lames du Cardinal, Félix. Tu veux-tu vraiment mettre un petit dernier encore plus? Ouais, ben j'aimerais ça faire un petit dernier, mais qui n'est pas basé sur un film ou une œuvre littéraire, peut-être sur un autre monde de jeu. Ben écoute, Soulbound en est un. Soulbound en est un? Soulbound en est un. Où justement, il y a tout le lore de Warhammer Age of Sigmar dans Soulbound qui est là. Ou si vous avez tripé sur ce lore-là, si vous tripez sur les romans, si vous tripez sur les livres qui parlent des différentes factions avec les stats de petits bonhommes en plastique, si vous tripez là-dessus, ben, maudine, vous pouvez explorer cet univers-là, puis ça, puis tu sais, il y a Warhammer Fantasy Roleplay. T'sais. Si tu dis, moi, je veux jouer le gars pas bon, qui a aucun avenir dans cet univers-là de Warhammer, ben, il est là. Tu peux aller dans les grandes villes pour attraper la gangrène. Ils sont là pour ça? Et sérieusement, je suis pas au courant de la nouvelle édition de Fantasy Roleplay de Warhammer, là, mais la première, là, oh boy! Oh boy! C'était de la grosse misère. Ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Ben, écoute, Dave, éventuellement, je vais finir par me mouiller. Puis aller peut-être la chercher. Puis ce jour-là, pour en parler. Oui. Avant de partir, est-ce qu'on invite les gens à nous suivre sur les différents médias sociaux? On a le Facebook dans le à propos ou dans le about. Je sais plus comment ça s'appelle sur Twitch. Mm-hmm. On a le YouTube où je sais que tu prépares un petit quelque chose sur la peinture. Oh, t'inquiète. Moi, j'en ai parlé un peu, là, mais je prépare quelque chose sur les placements d'ouvriers. PS, j'ai eu des teasers, puis ça va être vraiment bon. Oh boy, merci Félix, écoute, merci. Puis, il y a le Patreon. Cette semaine, qu'est-ce qu'on donne à nos Patreons? Au Patreon, on offre à nos Patreons une table aléatoire de 10, on va dire, templates de PNJ à utiliser pour rendre un PNJ vraiment savoureux et qui sait peut-être créer des side quests à partir de tout ça. Donc, quand on n'a pas trop d'idées, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'il pourrait faire, on attrape son dé, on roule, on regarde qu'est-ce qu'on a pigé, on introduit. Et voilà, c'est présenté un peu là, dans le même format que les 10 armes multifonctions pouvant donner des idées de puzzle pour aller avec. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place pour nos chers patrons. Yes. Donc, merci de nous avoir écoutés. Que ce soit live ou en reprise. Selon le nombre de views, il y a des gens qui nous écoutent en reprise. Fait que merci d'être là en retard, mais de venir au rendez-vous pareil. C'est le fun en 2021 pour ça. Tout le monde a le VCR. Tout le monde. T'as pas besoin de te... En tout cas, c'est ça. Yep.
Et Eh, avant de se dire au revoir, Dave, il faut remercier nos ah non, il n'y a patrons. pas quelque chose d'autre. Il faut remercier nos patrons. Oui, oui. Oh là là, écoute, j'ai pas pensé à sortir la liste. Mais merci à Jean-Nicolas, Alastar 3, Olivier Laure, Samuel Tremblay et Dread F, si je vais de mémoire. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelqu'un, Félix? Non, t'as oublié personne. Et puis si ceux qui nous écoutent, là, vous avez envie là, de nous encourager, nous aider à avoir du meilleur gear pour que ça arrête de laguer, puis qu'on puisse montrer nos belles images sans que ça plante. Allez vous inscrire, on donne des beaux petits nananes. C'est surtout autour du jeu de rôle que ça tourne en ce moment, mais on veut commencer à introduire des choses par rapport au jeu de miniature, à la peinture, des choses en lien avec le jeu de société aussi. Donc, plus il y a de patrons qui arrivent, plus ces choses-là arrivent vite. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, encore là, Facebook, détourludique@commercial-gmail.com, on est là pour ça. Oui, puis écoutez, là, je suis capable de dire par cœur nos patrons. Là. J'aimerais ça avoir un plus gros défi ou pas être capable. Ce serait gentil. Ce serait un beau problème. Ce serait un très beau problème. Allez, Et là là. soyez prudents, on vous aime.